Mes parents ont tous aidé à mon frère après que j'ai refusé un mariage arrangé, alors je me suis assuré. La proposition de mariage arrangé est arrivée avec du champagne et des contrats, comme si mon consentement n'était qu'une signature de plus nécessaire pour conclure l'affaire. J'étais assise dans le bureau de mon père au mur lambrissé d'acajou, le regardant, lui et ma mère, discuter de mon avenir comme si j'étais une option boursière qu'ils échangeaient. La famille Alusin étendra notre portée internationale, expliqua Victor, sans même prendre la peine de croiser mon regard. Héloïse comprendra son rôle dans tout ceci. Mais je ne comprenais pas. Je ne l'avais jamais compris. 27 ans à être préparée pour être la fille parfaite, l'atout commercial idéal, le pion obéissant dans leur jeu d'échecs d'entreprise, et ils ne me connaissaient toujours pas du tout. Quand j'ai prononcé ces 4 mots qui ont fait voler leur monde en éclats, je ne l'épouserai pas, j'ai vu les visages de mes parents passer de la confiance à la fureur, puis à quelque chose de plus froid, le calcul. Ils pensaient que me briser me soumettrait, me couper les vivres, me mettre à la porte, m'effacer de leur héritage comme si je n'avais jamais existé. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que certaines cages, aussi dorées soient-elles, finissent par forger les clés mêmes qui les ouvrent. Ils voulaient me rayer de leur histoire, mais j'étais sur le point de devenir l'auteur de la mienne. Juste avant que nous y retournions, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Grandir dans la maison reine signifiait comprendre que tout avait un prix, y compris l'amour. Je m'appelle Héloïse Reine, et à 27 ans, j'ai finalement appris que certaines prisons sont construites avec des barreaux en or et des murs en acajou. Le groupe Reine a dominé le paysage architectural de Chicago pendant 3 générations. Notre domaine familial trônait sur Lake Shore Drive comme un monument à la réussite. Mais à l'intérieur de ces murs immaculés, l'affection était aussi rare qu'une ligne tordue sur nos plans. Mon plus lointain souvenir n'est pas celui de fêtes d'anniversaire ou d'histoires avant de dormir. C'est celui où je me tenais parfaitement immobile pendant que ma mère, Céleste, ajustait ma posture pour des photographies. Les épaules en arrière, Héloïse. Tu représentes le nom de la famille. J'avais 4 ans. Chaque conversation dans notre maison tournait autour des marges bénéficiaires et des partenariats stratégiques. Mon frère aîné, Crispin, a tout absorbé, se positionnant comme l'héritier présomptif. Pendant ce temps, j'ai appris que les enfants devaient être vus, pas entendus, et que mes rêves n'importaient que s'ils servaient l'héritage reine. Les arrangements ont commencé tôt, les amis que je pouvais avoir, uniquement les filles de partenaires commerciaux, les activités que je pouvais poursuivre, rien qui n'interférait avec les obligations familiales. Quand j'ai eu 16 ans, Céleste m'a montré un portefeuille de prétendants, des fils de partenaires commerciaux avec les mêmes sourires vides que j'avais perfectionnés. Et si je veux choisir pour moi-même, demandai-je doucement. Le rire de Céleste était aussi tranchant que du verre brisé. Le choix est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Tout ce que nous avons dépend d'alliances stratégiques. Pendant le lycée et l'université, chaque étape importante était assortie de conditions, mon admission à Northwestern, parfaite pour le réseautage, mon stage dans une entreprise rivale, excellent pour la collecte de renseignements. Je n'étais jamais simplement Héloïse. J'étais un actif avec un pouls. Le matin où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre. Victor m'a convoqué dans son bureau à 9 heures précises. Céleste était assise en face de son bureau, son sourire prédateur. Entre eux se tenait un homme que je n'avais jamais vu, grand, la peau mate, avec des yeux bienveillants qui semblaient mal à l'aise dans ce cadre formel. « Héloïse, je te présente Rami Alusin, » dit Victor sans lever les yeux. « Vous vous marierez au printemps prochain. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Pas fiancé. Marié. Comme si la décision était déjà gravée dans la pierre. « Père, je pense que nous devrions discuter. » « Il n'y a rien à discuter, » interrompit Céleste. La famille Al-Hussein contrôle les routes maritimes à travers la Méditerranée. Cette union étendra notre portée à l'international. Et qu'en est-il de ce que je veux? Victor leva enfin les yeux, son regard gris acier dépourvu de chaleur. Tu es l'entreprise, Héloïse. Chaque opportunité que nous t'avons donnée a un prix. C'est ce prix. Je me suis tourné vers Rami, qui étudiait ses mains. Et vous êtes à l'aise avec cet arrangement? Je comprends les obligations familiales, dit-il doucement. Non, dit sèchement Céleste. Il n'y a rien de privé dans les affaires familiales. Rami devrait savoir qu'Héloïse peut être difficile, mais elle est bien dressée. Elle fera une épouse convenable une fois qu'elle aura accepté ses responsabilités. Dressée comme un chien, comme un actif commercial. Je n'épouserai pas un homme que je n'aime pas,
dis-je, les mots sortant avant que je puisse les retenir. L'explosion fut immédiate. Victor bondit de sa chaise, le visage violet de rage. L'amour? Tu penses que l'amour a bâti cet empire? L'amour paie tes vêtements de marque et ton éducation de luxe? Peut-être que je veux juste ce que tout le monde a, le choix. Tout le monde n'a pas ce que nous avons. Victor frappa du poing sur le bureau. Tu penses que tu peux simplement tourner le dos à tout ce que nous avons construit? La manipulation qui a suivi était magistrale. Ils ont tordu chaque conversation pour faire de moi la méchante, utiliser la culpabilité comme une arme, fait passer l'amour pour une faiblesse plutôt qu'un besoin humain fondamental. Fais venir Crispin ici, aboya Victor. Mon frère apparut en quelques minutes, jetant un coup d'œil à la scène avant que son expression ne se change en une préoccupation étudiée. Quel est le problème? Ta sœur a décidé de détruire 3 décennies de planification, dit Céleste. Elle refuse l'arrangement avec les Al-Hussein. Les yeux de Crispin s'illuminèrent de quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Héloïse, tu ne peux pas être sérieuse. Ce partenariat est crucial pour notre expansion. Depuis quand parles-tu pour moi? Depuis que tu as prouvé que tu ne peux pas penser au-delà de tes propres désirs égoïstes, répliqua Théil suavement. Parfois, nous devons faire des sacrifices pour le bien commun. Le bien commun de qui? Victor avait passé des appels téléphoniques pendant notre échange. Quand il a raccroché, son expression était glaciale. J'ai programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain matin. Nous annoncerons les fiançailles à ce moment-là. Vous pouvez annoncer des fiançailles sans la marier. Regarde-moi faire. Le soir suivant, notre domaine a été transformé pour ce que Céleste appelait une « réunion de famille intime », 200 des personnes les plus influentes de Chicago remplissaient notre salle de bal. Je me tenais près des fenêtres dans une robe noire que j'avais choisie parce qu'elle me semblait être une armure. Mesdames et messieurs, la voix de Victor résonna dans la pièce. Ce soir, je suis ravi d'annoncer que ma fille, Héloïse, épousera Rami Al-Hussein ce printemps, unissant 2 grandes familles. Les applaudissements furent enthousiastes. J'ai senti tous les yeux se tourner vers moi, attendant le sourire gracieux, le rougissement modeste, la performance parfaite que j'avais été entraîné à donner. Je ne vais pas me marier, dis-je, ma voix portant plus loin que prévu. Le silence fut immédiat et complet. 200 personnes retinrent leur souffle. Le visage de Victor devint blanc, puis rouge, puis à nouveau blanc. Héloïse est modeste, dit Céleste avec un rire semblable à du verre brisé. Elle est submergée par l'attention. Je ne suis pas timide, dis-je, plus fort. Et je ne vais pas me marier. Pas avec quelqu'un que vous choisissez pour moi. J'en ai assez d'être un actif commercial avec un pou. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Des téléphones sont apparus. Des publications sur les réseaux sociaux ont été tapées. Le lendemain matin, cela serait partout dans les pages mondaines de Chicago. Rami apparut à mon coude. Mademoiselle Reine, peut-être pourrions-nous parler en privé. Nous nous sommes glissés sur la terrasse surplombant le lac Michigan. L'air d'octobre était vif et pur après l'atmosphère suffocante de l'intérieur. Vous ne voulez pas de ça non plus, dis-je. Il resta silencieux un long moment. Mon père a utilisé des arguments similaires aux vôtres. L'honneur de la famille, la nécessité commerciale. Il se tourna pour me regarder. Mais j'ai vu ce qui arrive aux gens qui se marient pour la stratégie au lieu de l'amour. Mes parents n'ont jamais été cruels l'un envers l'autre, mais ils n'ont jamais été heureux non plus. Alors pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que l'entreprise de ma famille est en faillite. Ce partenariat pourrait sauver des centaines d'emplois. Le soutien de votre père pourrait stabiliser nos opérations pour des décennies. Il fit une pause. Mais je ne savais pas que le coût serait votre bonheur. Ou le mien. Votre père a clairement fait savoir que se retirer aurait des conséquences, continua-t-il. Financières, juridiques. Il pourrait rendre les choses très difficiles pour les intérêts commerciaux de ma famille en Amérique. Des menaces. Bien sûr, il y avait des menaces. Je suis désolé que vous soyez utilisé aussi, dis-je. Rami étudia mon visage au clair de lune. Vous savez, je pense que nous aurions pu être amis dans des circonstances différentes. Vous avez des yeux bienveillants. C'est rare dans notre monde. Il est parti cette nuit-là, disparaissant dans une voiture qui attendait. J'ai compris son message, il se retirait de l'équation. Les conséquences furent rapides et brutales. Victor et Céleste ne m'ont pas parlé pendant 3 jours,
communiquant uniquement par l'intermédiaire de crispants. Le traitement silencieux était l'une de leurs plus anciennes armes. Le 4e jour, Victor est apparu dans l'embrasure de la porte de ma chambre pendant que je faisais mes valises. « Tu vas quelque part ? Je pense qu'il vaut mieux que je reste ailleurs. » « Ailleurs ?» Il s'approcha. « Tes cartes de crédit sont liées aux comptes familiaux. Ta voiture est immatriculée au nom de l'entreprise. Ton appartement est assorti d'un bail qui exige notre signature. » J'ai continué à faire mes valises avec des mains qui tremblaient à peine. « Je me débrouillerai. »« Vraiment ? Parce que j'ai réfléchi à ta petite performance, à l'embarras que tu as causé, au contrat que nous avons perdu à cause de ton égoïsme. » « Combien de contrats ? 3, jusqu'à présent. Le développement Thomson est tombé à l'eau ce matin. Certains clients s'inquiètent de la stabilité de la famille Rennes. La culpabilité m'a frappé comme un coup physique, exactement comme il l'avait prévu, mais je me suis forcé à me souvenir de l'alternative, une vie à être échangée comme une marchandise. Je suis désolé que des gens aient perdu leur emploi. Mais je ne regretterai pas d'avoir refusé de me vendre pour les sauver. Le masque de Victor a finalement glissé. Petite ingrate. As-tu la moindre idée de ce que ta mère et moi avons sacrifié pour toi ? Vous m'avez donné une cage. Une belle cage coûteuse, mais une cage quand même. Et maintenant, tu veux en sortir ? Très bien. Mais tu partiras sans rien. Pas un centime de l'argent de la famille. Pas une seule relation dans cette ville. Pas même les vêtements que tu portes s'ils ont été achetés avec notre argent. Il a pointé ma gorge. Le collier. Le collier de ma mère. Enlève-le. Ma main s'est posée sur la délicate chaîne en argent qui tenait le pendentif vintage de ma grand-mère. Elle me l'avait donné sur son lit de mort, la seule personne qui m'ait jamais montré un amour inconditionnel. Non. Il appartient à la famille. Tu ne fais plus partie de la famille. Elle me l'a donné spécifiquement à moi. Il est à moi. Victor sortit son téléphone. Sécurité, j'ai besoin d'une escorte jusqu'à la grille d'entrée. Ma fille s'en va. Il sourit avec un venin pur. Tu as 10 minutes. Les agents de sécurité étaient polis mais fermes tandis qu'ils me regardaient faire mes valises. Je n'ai pris que ce que je pouvais porter, des vêtements que j'avais achetés avec mon propre argent, des livres et des objets personnels. Tout le reste est resté. Céleste est apparue alors que je me dirigeais vers la porte. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose. Au lieu de ça, elle a dit, « Tu le regretteras, Héloïse. Quand tu dormiras dans des refuges et que tu m'en diras du travail, souviens-toi que c'est toi qui as choisi ça. » Je me suis arrêté et me suis retourné. Vous savez ce que je regretterais ? Qu'il m'ait fallu 27 ans pour réaliser que vous ne m'avez jamais aimé. Pas une seule fois. J'étais juste un autre actif dans votre portefeuille. Son visage est devenu blanc, mais elle n'a pas nié. Vous le regretterez, dis-je, empruntant ces mots. Vous le regretterez tous. La première nuit seule a été la plus dure. J'ai utilisé l'argent d'un compte d'épargne secret pour réserver une chambre dans un motel modeste. Le contraste entre la moquette usée et le luxe que j'avais connu était déconcertant, mais pour la première fois de ma vie, j'étais libre de faire mes propres choix. J'ai étalé les affaires de ma grand-mère sur le lit, des bijoux, des photographies et une lettre que je n'avais jamais ouverte. À l'intérieur, ces mots étaient comme une bouée de sauvetage, « Ma très chère Héloïse, si tu lis ceci, tu as probablement découvert ce que j'ai appris trop tard, que notre famille voit l'amour comme une faiblesse et le contrôle comme une force. Mais il y a des choses qu'ils ne savent pas, des secrets que j'ai gardés pour te protéger. Cherche Gareth Molden. Il a des documents qui changeront tout. Fais-toi confiance, ma chérie. Tu es plus forte qu'ils ne t'en ont jamais donné le crédit. » Au bas se trouvait une adresse et un numéro de téléphone. Le lendemain matin, j'ai appelé. Un homme âgé a répondu après plusieurs sonneries. Gareth Molden à l'appareil. Monsieur Molden, je m'appelle Héloïse Rennes. Je crois que vous connaissiez ma grand-mère. Il y eut une longue pause. Héloïse, ma chère enfant. J'attends votre appel depuis 15 ans. Le cabinet d'avocats de Gareth Molden existait dans un monde différent des tours d'entreprise élégantes où le groupe Rennes menait ses affaires. Situé dans une maison en grès brun reconvertie, c'était comme remonter le temps. Des livres reliés en cuir tapissaient les murs, et l'odeur de vieux papier flottait dans l'air. Gareth lui-même était exactement ce à quoi je m'attendais, milieu de la soixantaine,
avec des cheveux blancs en bataille et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Il m'a accueilli avec la chaleur de quelqu'un qui salue un parent perdu de vue depuis longtemps. Eleanor parlait de vous constamment, dit-il en s'installant dans un fauteuil en cuir usé. Elle était si fière de votre intelligence, de votre esprit. Elle était aussi profondément inquiète de ce qui arriverait quand elle ne serait plus là pour vous protéger. Me protéger de quoi? Des ambitions de vos parents. D'une famille qui voit les gens comme des pièces d'échecs. Il a sorti un épais dossier manille. Votre grand-mère était remarquable, Héloïse, bien plus intelligente que Victor ne lui en a jamais donné le crédit. Elle a vu ce qui se préparait bien avant votre naissance. Les documents à l'intérieur m'ont donné le vertige. Des papiers juridiques datant de plusieurs décennies. Des titres de propriété. Des registres financiers qui peignaient une image différente de l'ascension au pouvoir de la famille reine. Cette propriété ici était censée être une réserve naturelle, a indiqué Garrett sur une carte d'arpentage. Votre arrière-grand-père l'a achetée sans comprendre. Mais regardez, il m'a montré des photographies aériennes, le groupe Rennes a construit son projet phare directement sur des zones humides protégées. C'est illégal. Très illégal. Votre grand-mère a tout documenté. Elle a passé des années à rassembler des preuves, en espérant ne jamais avoir à les utiliser. Il m'a tendu un autre document. C'est ce que vous devez vraiment voir. C'était un acte de fiducie, daté d'il y a 3 ans. Ma grand-mère avait discrètement transféré d'importantes propriétés foncières dans une fiducie avec une disposition spécifique, si la famille Rennes désavouait formellement Héloïse Rennes, elle obtiendrait une participation majoritaire dans des propriétés d'une valeur de 12 millions de dollars. Elle savait, murmurai-je. Elle se doutait. Eleanor était une excellente juge de caractère. Elle voulait s'assurer que vous aviez des options. Les propriétés comprenaient plusieurs terrains où le groupe Rennes avait construit des développements majeurs. Si j'activais la fiducie, je posséderais le sol sous certains des bâtiments les plus chers de Chicago. Que se passerait-il si je réclamais ces propriétés? Cela dépendrait de si le groupe Rennes a payé correctement ses frais de location de terrain. D'après leurs pratiques comptables, j'ai des doutes. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, je ressentais de la possibilité au lieu du désespoir. Mais réclamer mon héritage prendrait du temps, et je devais survivre. Mes économies ne dureraient pas longtemps à Chicago. J'ai besoin de travail, ai-je dit à Garrett. Quelque chose qui ne me reliera pas au nom Rennes. J'ai peut-être une idée à ce sujet aussi. 3 jours plus tard, j'étais assise dans les bureaux de Meridian Property, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans le logement durable. La propriétaire, Delanero, était une femme d'une 50aine d'années au regard perçant qui avait bâti son entreprise après avoir quitté un emploi en entreprise qui avait failli détruire son âme. Garrett dit que vous avez de l'expérience dans le développement, dit-elle, examinant mon curriculum vitae assemblé à la hâte sous ma nouvelle identité, L. Winters. J'ai été impliqué dans l'entreprise familiale depuis mon plus jeune âge, mais je cherche un nouveau départ. Les affaires de famille peuvent être compliquées. Je suppose qu'il y a eu une dispute? On pourrait dire ça. Eh bien, L. Winters, votre passé m'importe peu tant que vous pouvez faire le travail. La paix n'est pas mirobolante, mais le travail est honnête. Intéressé? Travailler chez Meridian, c'était comme découvrir que j'avais retenu ma respiration pendant 27 ans. Les projets étaient plus petits que ceux que j'avais connus en grandissant, mais ils avaient une importance que les développements de luxe du groupe Rennes n'avaient jamais eu, des logements abordables pour les familles, des bâtiments rénovés qui préservaient le caractère tout en répondant aux besoins modernes. Mes collègues ne ressemblaient en rien aux cadres impitoyables que j'avais connus. Lucia Martinez était une parajuriste et mère célibataire dont l'esprit vif me rappelait la sœur que je n'avais jamais eue. Sa fille adolescente, Rosa, était brillante mais rebelle, défiant constamment l'autorité. Elle tient ça de moi, a admis Lucia un soir. Je n'ai jamais été doué pour accepter les choses simplement parce que quelqu'un au pouvoir dit que c'est comme ça que ça doit être. Puis il y avait Tran Sullivan, un analyste financier qui nous avait rejoint après être sorti de sa dépendance. Il avait une intensité tranquille qui venait du fait d'avoir regardé dans l'abîme et d'avoir choisi de remonter. Ce qu'il y a de bien quand on touche le fond, m'a-t-il dit pendant une pause café, c'est qu'on cesse enfin d'avoir peur de tomber. Une fois qu'on sait qu'on peut survivre au pire, tout le reste devient gérable. Pour la première fois, je gagnais le respect en fonction de mon travail plutôt que de mon nom de famille. Delaney a commencé à me donner plus de responsabilités, louant mon instinct pour le design et les relations avec les clients. 6 mois plus tard,
elle m'a offert un partenariat junior. Tu as quelque chose de spécial, une compréhension de ce dont les gens ont vraiment besoin dans leur maison. C'est rare dans ce métier. Mais même en construisant cette nouvelle vie, je ne pouvais pas échapper à mon passé. Gareth et moi nous rencontrions régulièrement pour planifier l'activation de la fiducie de ma grand-mère, rassemblant des documents pour prouver ma revendication. Plus nous fouillions dans les registres du groupe Rennes, plus nous trouvions d'irrégularités. Ton père n'a pas été très regardant avec les frais de permis depuis des années, a expliqué Gareth. Et certains paiements d'entrepreneurs ne correspondent pas. Je pense qu'il y a eu des détournements systématiques. Crispant, dis-je immédiatement. Il s'occupe des finances depuis 5 ans. Nous avons trouvé la confirmation dans un registre caché que j'ai découvert dans la vieille boîte à musique de ma grand-mère. La boîte ornée avait semblé être un souvenir sentimental, mais lorsque j'ai accidentellement déclenché un mécanisme caché, un faux fond a révélé un carnet écrit de la main de ma grand-mère. Les entrées documentaient des conversations entendues, des réunions interrompues et des anomalies financières remarquées en aidant à la comptabilité. Le tableau était accablant, Victor était au courant des pratiques de construction illégales et les avait activement couvertes, Crispant détournait des fonds depuis des années, Céleste faisait chanter des partenaires commerciaux en utilisant des informations recueillies lors d'événements sociaux. Ce sont des criminels, dis-je en regardant les preuves. Tous. La question est de savoir ce que vous voulez en faire. Ce que je voulais, c'était la justice. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un levier. Nous attendons, ai-je décidé. Laissez-moi devenir plus forte d'abord. Quand je m'en prendrai à eux, je veux être inébranlable. Mais attendre est devenu compliqué quand Lucia a failli mourir. C'est arrivé un mardi soir de novembre. Elle rentrait chez elle à pied lorsqu'une voiture a grillé un feu rouge et l'a presque heurtée. Seuls ses réflexes rapides lui ont sauvé la vie alors qu'elle plongeait derrière une voiture garée. La police a qualifié cela d'accident, mais quelque chose semblait anormal. La voiture roulait trop vite, n'a fait aucune tentative de freinage, et les témoins ont dit que cela semblait intentionnel. Quelqu'un a posé des questions sur toi au travail, m'a dit Tran le lendemain. Un homme en costume cher, prétendant être de l'assurance. Delaney a trouvé ça bizarre parce que nous n'avons aucune réclamation en cours. J'étais surveillé. D'une manière ou d'une autre, ma famille m'avait retrouvé, et ils envoyaient un message, tais-toi, ou les gens que tu aimes seront blessés. Les semaines suivantes ont nécessité un équilibre délicat, faire avancer notre stratégie juridique tout en protégeant les personnes que j'avais appris à aimer. J'ai convaincu Lucia d'emmener Rosa en vacances en Californie, en utilisant de l'argent que je pouvais à peine me permettre. J'ai commencé à varier mes itinéraires pour aller au travail, vérifiant la surveillance. La percée est venue de Tran. Il m'a approché après le travail un soir, son expression sérieuse. Je dois te dire quelque chose sur mon passé, sur la raison pour laquelle je suis vraiment venu travailler chez Méridian. Nous sommes allés dans un bar tranquille où Tran a commandé un café au lieu d'alcool ou une habitude de rétablissement et a fixé sa tasse avant de parler. Je travaillais pour le groupe Rennes, il y a environ 8 ans, avant de devenir sobre. J'étais leur homme pour déplacer de l'argent sans attirer l'attention. Crispant Rennes, plus précisément. Mon cœur s'est arrêté. Tu travaillais pour mon frère? Il leva brusquement les yeux. Ton frère? Elle, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Le moment de vérité était arrivé. Je pouvais continuer à mentir et perdre la confiance de quelqu'un qui pourrait m'aider, ou prendre le plus grand risque de ma vie. Mon nom n'est pas El Winters, dis-je doucement. C'est Héloïse Rennes. Le silence s'est étiré entre nous. Le visage de Tran a traversé la confusion, la reconnaissance et la compréhension. Mon Dieu. Tu es la fille de Victor Rennes. Celle qui a refusé le mariage arrangé. Oui, c'est moi. L'homme qui posait des questions au travail, ce n'était pas l'assurance. Probablement un des enquêteurs de mon père. Ou pire, quelqu'un que Crispant a engagé pour me faire taire. Je lui ai tout raconté, les développements illégaux, les détournements de fonds, le chantage, les preuves de ma grand-mère, le fonds fiduciaire qui pourrait détruire leur empire. Crispant est pire que tu ne le penses, a dit Tran quand j'ai eu fini. Le blanchiment d'argent n'était pas seulement du détournement. Il prenait des paiements d'entrepreneurs utilisant des matériaux de qualité inférieure, puis dissimulait les violations du code du bâtiment. Des gens auraient pu mourir. Auraient pu? Il y a eu un immeuble résidentiel à Evanston. Des familles avec des enfants. L'installation électrique était si mauvaise qu'il aurait dû brûler en moins d'1 an.
J'ai essayé de me retirer après ce travail. Crispin a menacé de me faire tuer. Tu l'as cru? J'étais un toxicomane, paranoïaque à propos de tout. Mais avec le recul, oui, je pense qu'il l'aurait fait. Ton frère n'est pas seulement avide. Il est dangereux. Au cours des jours suivants, Tran est devenu mon arme secrète. Sa connaissance des opérations du groupe Rennes, combinée aux preuves de ma grand-mère et à l'expertise juridique de Garrett, a formé une image complète des activités criminelles s'étendant sur des décennies. Regarde ça, a dit Tran, en montrant des relevés bancaires qu'il avait obtenus par d'anciens contacts. Crispin a créé des sociétés écrans pour soumissionner à des contrats municipaux, puis se les est attribués à lui-même. Un trucage d'appel d'offres classique. Pouvons-nous le prouver? Avec la bonne documentation, absolument. Mais nous avons besoin de témoignages de personnes qui étaient impliquées. C'est là que j'ai pensé à Julian Crane. Julian avait travaillé pour le groupe Rennes pendant 15 ans avant d'être licencié pour ce que Victor appelait de elle, insubordination. Je me souvenais de l'incident. Julian avait soulevé des inquiétudes concernant des économies de bouts de chandelle sur la rénovation d'une école publique, des questions qui avaient mis Crispin suffisamment mal à l'aise pour exiger son renvoi. Trouver Julian n'a pas été difficile. Il avait créé sa propre entreprise spécialisée dans le design durable, travaillant depuis un entrepôt reconverti. Quand je suis entré dans son bureau, utilisant mon vrai nom pour la première fois depuis des mois, sa réaction a été tout ce que j'avais espéré. Héloïse Rennes. J'ai entendu dire que vous aviez disparu. J'ai entendu dire que vous aviez été viré pour avoir une conscience. Il a ri sans humour. Votre famille n'apprécie pas les questions dérangeantes. Comment ça se passe pour vous? À peu près comme on peut s'y attendre. Julian, j'ai besoin de vous parler du projet de l'école primaire Roosevelt. Celui qui vous a fait virer. Son expression est devenue prudente. C'est de l'histoire ancienne. Et franchement, je ne suis pas sûr de faire confiance à quelqu'un qui porte le nom de Rennes. J'ai passé l'heure suivante à raconter à Julian ma situation, lui montrant les preuves que Garrett et moi avions compilées. Lentement, son scepticisme a cédé la place à l'espoir. Vous allez vraiment vous en prendre à eux. Je vais vraiment m'en prendre à eux. Mais j'ai besoin de gens qui étaient là, qui ont vu ce qui s'est passé. Julian était silencieux, regardant la ligne d'horizon de Chicago où les bâtiments du groupe Rennes dominaient l'horizon. Finalement, il s'est tourné vers moi. Le projet Roosevelt ne concernait pas seulement les économies de bouts de chandelle. Votre frère recevait des pots de vin d'un entrepreneur connu pour utiliser des travailleurs immigrés à des salaires inférieurs au minimum. Quand j'ai essayé de le signaler, Crispin m'a dit que si je ne me taisais pas, il s'assurerait que je ne travaillerais plus jamais à Chicago. A-t-il tenu sa promesse? Pendant 3 ans, oui. Personne ne voulait m'embaucher. Ma réputation a été détruite par des campagnes de dénigrement. J'ai failli perdre ma maison. Sa voix s'est durcie. Mais j'ai gardé des documents, des photos, des courriels, des conversations enregistrées. J'attendais que quelqu'un s'en soucie assez pour écouter. La dénonciation anonyme a commencé modestement. Une information au service de l'urbanisme sur des irrégularités de permis. Un courriel anonyme à un journaliste sur des relations douteuses avec des entrepreneurs. Rien de traçable jusqu'à moi, mais assez pour soulever des questions embarrassantes. Les résultats ont été immédiats. Le groupe Rennes a perdu un important contrat gouvernemental lorsque la ville a décidé de revoir ses pratiques. Un partenaire bancaire s'est retiré, citant des préoccupations réglementaires. Le cours des actions a fluctué à mesure que les investisseurs devenaient nerveux. J'ai regardé tout cela se dérouler depuis mon appartement, lisant les reportages tout en sirotant un café dans une tasse ébréchée. Chaque petite victoire ressemblait à un pas vers la justice. La paranoïa de Victor a fait la une des journaux lorsqu'il a licencié 3 cadres en une semaine, affirmant qu'ils divulguaient des informations. Crispin a été promu PDG dans ce que les analystes ont appelé une réorganisation dictée par la panique. Il craque, a observé Tran lors d'une de nos sessions de stratégie. Victor a toujours été contrôlant, mais ce niveau de paranoïa est nouveau. Bien. Les gens effrayés font des erreurs. Mais les gens effrayés deviennent aussi plus dangereux. Le message est passé par Lucia, qui était revenue de Californie pour se retrouver prise dans ma guerre. Elle a appelé à 2 heures du matin, la voix tremblante. Elle, ou Héloïse, quelqu'un est entré par effraction dans mon appartement. J'étais là en 20 minutes, la trouvant, elle et Rosa, blottis sur le canapé pendant que la police relevait les empreintes. Rien n'avait été volé,
Mais le message était clair, des photos de famille éparpillées, l'ordinateur portable de Rosa brisé, arrête, peint à la bombe sur le miroir de la salle de bain. C'est à cause de toi, n'est-ce pas, a dit Lucia quand la police est partie. Je ne pouvais plus mentir. Oui. Et je suis désolé. Qui es-tu, vraiment? Alors je lui ai tout raconté. La réaction de Lucia a été de la colère, mais pas contre moi. Contre eux. Ces salauds. Utiliser un mariage arrangé pour te contrôler, puis te jeter quand tu ne voulais pas obéir. Maintenant, ils menacent ma fille pour te faire taire. Je comprendrai si tu veux que je m'éloigne. Pas question, interrompit Rosa. Maman, dis-lui. Lucia a souri pour la première fois cette nuit-là. S'enfuir ne fait que les laisser gagner. Mais si nous allons nous battre, nous devons être intelligentes. Nous? Tu penses que je vais laisser des pecnos riches menacer ma fille? En plus, je suis parajuriste. Je sais comment faire des recherches dans les documents juridiques. Tu vas avoir besoin d'aide. Le fait que Lucia se joigne officiellement à nous a tout changé. Ses connaissances juridiques complétaient l'expérience de Garrett, et ses relations avec le système judiciaire se sont avérées inestimables alors que nous posions les bases d'une attaque complète contre le groupe Rennes. Mais d'abord, nous avions besoin de plus de munitions. La percée est venue d'une source inattendue, Rami Al-Hussein. Tran avait surveillé les nouvelles internationales sur l'entreprise de la famille Al-Hussein, essayant de comprendre quel levier Victor aurait pu utiliser. Ce qu'il a trouvé était troublant. La compagnie maritime de Rami faisait l'objet d'une enquête pour violation de sanctions, et les entreprises américaines faisant affaire avec eux pouvaient faire face à une exposition juridique importante. Ton père ne menaçait pas seulement l'entreprise de Rami, a expliqué Tran. Il menaçait de les dénoncer aux procureurs fédéraux. C'est pourquoi Rami ne pouvait pas dire non. Mais Rami est parti. Il est en Europe depuis des mois. C'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je vois ça. Tran m'a tendu des courriels qu'il avait trouvés enfouis dans le serveur du groupe Rennes. Les messages étaient entre Victor et Crispan, discutant du problème Al-Hussein et maintenant la pression même après le départ de Rami. Ils font chanter sa famille depuis tout ce temps. Le dernier courriel, envoyé il y a 2 semaines, contenait une seule ligne de Crispan à Victor, situation Al-Hussein résolue. Aucune complication supplémentaire attendue. Nous devons trouver Rami. D'abord. Grâce au réseau architectural de Julian, nous l'avons localisé à Genève. Après 3 jours d'appels et de faveurs, Julian a pris contact. Il est en vie, mais effrayé. Il reçoit des menaces depuis des mois. Mon contact dit qu'il est à peine disposé à parler. Peux-tu lui faire passer un message? Que veux-tu lui dire? J'ai pensé à cet homme bienveillant qui avait compris ma situation, qui s'était retiré d'une équation impossible pour me donner la liberté. Dis-lui qu'Héloïse Rennes se défend. S'il est prêt à aider, elle a un plan. La réponse est venue en quelques heures, une adresse courriel sécurisée et 1 heure pour un appel vidéo. Revoir le visage de Rami sur mon ordinateur portable a ravivé les souvenirs de cette terrible nuit. Il avait l'air plus âgé, plus soucieux, avec des cernes sous les yeux. Héloïse, dit-il chaleureusement, malgré les circonstances. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Ne sois pas désolé. Sois en colère. Il menace ta famille depuis des mois, n'est-ce pas? Son expression s'est assombrie. Comment le savais-tu? Parce que j'ai appris que c'est ce que fait ma famille. Ils trouvent ta faiblesse et serrent jusqu'à ce que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Mais je pense que j'ai trouvé un moyen de les arrêter. J'ai exposé notre plan, les preuves que nous avions compilées, la stratégie juridique de Garrett, les contacts médiatiques qui posaient déjà des questions. Ce dont nous avions besoin, c'était d'un témoignage sur les méthodes de coercition de la famille. Votre père a proféré des menaces spécifiques, a dit Rami, concernant l'exposition des affaires de ma famille, s'assurant que nous ne pourrions jamais opérer sur les marchés américains. Il a dit que le mariage avec vous était la seule garantie de protection. Êtes-vous prêt à témoigner de cela? Si cela peut les empêcher de blesser d'autres personnes, oui. Mais une fois que je parlerai publiquement, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre famille saura que vous êtes derrière tout ça. Bien. Je veux qu'ils sachent que c'est moi. Les pièces se mettaient en place, mais notre fenêtre d'opportunité se refermait. La paranoïa de Victor atteignait des niveaux dangereux, et le désespoir de Crispan le rendait imprudent. Il y a autre chose, m'a dit Garrett lors de notre dernière réunion de planification.
Ton père a travaillé avec des avocats coûteux. Je pense qu'il se prépare à la guerre. Quel genre de guerre? Le genre où il essaie de te faire déclarer mentalement incompétente. Prétendant que tu souffres de délire, que tes accusations sont le produit d'une dépression psychologique due au rejet des valeurs familiales. La stratégie était brillante dans sa cruauté. Si Victor pouvait convaincre un tribunal que j'étais mentalement instable, mon témoignage ne vaudrait rien, et mon accès à la fiducie de ma grand-mère pourrait être bloqué indéfiniment. Combien de temps avons-nous? Des jours, peut-être une semaine. Une fois qu'il aura déposé ses papiers, tout deviendra plus compliqué. Cette nuit-là, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Au lieu d'attendre le moment parfait, j'ai décidé de rendre public tout ce que nous avions. Tu es sûr, a demandé Lucia alors que nous préparions le dossier de presse qui allait détruire l'empire de ma famille. J'ai passé ma vie à me soumettre. J'en ai assez de me taire. J'en ai assez d'avoir peur. Ils veulent une guerre, ils l'auront. Le lendemain matin, je suis entré dans les bureaux du Chicago Tribune et je leur ai dit que j'étais prête à raconter mon histoire. Mais d'abord, j'avais une dernière chose à régler. J'ai conduit jusqu'au siège du groupe Rennes, je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai appelé la ligne directe de mon père. C'est Héloïse. Dites-lui que sa fille aimerait lui parler. La pause a été si longue que j'ai cru que la secrétaire avait raccroché. Finalement, veuillez patienter. La voix de Victor était plus froide que le lac Michigan en janvier. Héloïse. J'ai entendu dire que tu te faisais de nouveaux amis intéressants. On pourrait dire ça. J'ai aussi fait des découvertes intéressantes. Ah oui? Et quelles pourraient-elles bien être? Le journal de demain expliquera tout. Je voulais juste te donner un avertissement loyal. Un avertissement à propos de quoi? Que ta fille n'est pas la petite fille faible que tu pensais avoir élevée. Et que certaines cages, aussi belles soient-elles, ne peuvent retenir quelqu'un qui a enfin appris à quel point elle est vraiment forte. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. L'histoire paraîtrait dans 12 heures. D'ici là, il n'y aurait plus de retour en arrière pour aucun d'entre nous. L'histoire a éclaté à 6 heures du matin un mardi qui allait tout changer. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que je ne sois complètement réveillé. Et quand j'ai vérifié les nouvelles, le titre a fait battre mon cœur, la dynastie de l'architecture de Chicago bâtie sur des mensonges, une lanceuse d'alerte du groupe Rennes révèle des décennies de corruption. Le Chicago Tribune avait fait son travail. La première page présentait une photo du siège du groupe Rennes à côté d'une plus petite image de moi lors de ma remise de diplôme universitaire, la dernière photo de famille où j'avais l'air sincèrement heureuse. L'article exposait tout ce que nous leur avions donné, le développement illégal des zones humides, le trucage des appels d'offres, l'exploitation des travailleurs, les stratagèmes de chantage. Mais le voir imprimé était différent de le planifier. C'était réel maintenant. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mon téléphone sonnait constamment, des journalistes, d'anciens collègues, même des gens que j'avais connus à l'université me contactaient pour m'apporter leur soutien ou chercher des détails. Je l'ai éteint après le 20e appel et je suis allé au bureau de Garrett, où nous avions convenu de suivre les retombées ensemble. L'IRS est déjà en mouvement, m'a dit Garrett quand je suis arrivé. Ils avaient une enquête sur les pratiques fiscales du groupe Rennes en suspens depuis des mois. Tes preuves leur ont donné tout ce dont ils avaient besoin pour passer à la vitesse supérieure. À quelle vitesse agiront-ils? Des agents fédéraux pourraient être à leur siège avant midi. L'idée de voir Victor et Crispin emmenés menottés aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, c'était comme regarder un bâtiment s'effondrer, nécessaire, mais destructeur d'une manière qui affecterait aussi des innocents. Des regrets, a demandé Garrett, lisant mon expression. Non. Mais je n'arrête pas de penser aux employés qui vont perdre leur emploi, aux clients dont les projets seront retardés, des gens qui n'avaient rien à voir avec les crimes de ma famille. C'est ce qui te différencie d'eux, Héloïse. Tu considères les dégâts collatéraux. Eux, jamais. À 10 heures du matin, des camionnettes de télévision entouraient le bâtiment du groupe Rennes. À 11 heures, la cotation de leurs actions était suspendue en attendant l'enquête. À midi, comme l'avait prédit Garrett, des agents fédéraux transportaient des boîtes de preuves par les portes d'entrée. J'ai regardé tout cela se dérouler aux nouvelles depuis le bureau de Garrett, ayant l'impression d'observer la vie de quelqu'un d'autre. Le journaliste parlait des allégations choquantes et d'une dynastie familiale en ruine, mais il ne pouvait pas capturer la complexité de ce que cela signifiait. Oui, j'exposais des criminels, mais je détruisais aussi la seule famille que j'avais jamais connue, aussi imparfaite soit-elle. Héloïse?
Lucia est apparue dans l'embrasure de la porte, Rosa à ses côtés. On a vu les nouvelles. Comment tu tiens le coup? Honnêtement, je ne sais pas. Rosa, qui était silencieuse depuis leur arrivée, a soudain pris la parole. Ma mère m'a raconté ce que ta famille t'a fait, ce qu'ils ont essayé de nous faire. Elle m'a regardé droit dans les yeux avec une intensité féroce que seuls les adolescents peuvent avoir. Tu es une dure à cuire de te battre, malgré tout. J'ai ri. Merci, Rosa. C'est peut-être le plus beau compliment que j'ai jamais reçu. L'après-midi a apporté la première riposte directe. Céleste est apparue lors d'une conférence de presse organisée à la hâte devant le domaine familial, ayant l'air en tout point de la matriarche endeuillée dans un tailleur noir qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ma fille est une jeune femme perturbée, a-t-elle déclaré aux journalistes assemblés, sa voix parfaitement calibrée pour transmettre à la fois la tristesse et la force. Elle a toujours eu du mal avec la réalité, avec l'acceptation de la responsabilité de ses actes. Lorsqu'elle a refusé d'honorer ses engagements envers l'entreprise familiale, elle a commencé à construire des fantasmes élaborés pour justifier son comportement. La performance était magistrale. Céleste me dépeignait comme mentalement instable, quelqu'un dont les accusations étaient le produit du délire plutôt que de preuves. Elle a parlé de « donner à Héloïse l'aide dont elle a besoin » et de « la protéger de l'exploitation par des personnes cherchant à utiliser sa maladie à leur propre fin ». Elle est douée, a observé Tran alors que nous regardions le reportage. Elle te fait passer pour la méchante de ta propre histoire. C'est ce qu'elle a toujours fait. La différence, c'est que cette fois, j'ai des preuves. Mais la stratégie de Céleste était plus dangereuse qu'une simple diffamation. Quelques heures plus tard, j'ai reçu une notification légale indiquant que Victor demandait au tribunal une évaluation psychiatrique, affirmant que j'étais un danger pour moi-même et pour les autres. En cas de succès, cela saperait non seulement ma crédibilité, mais pourrait potentiellement m'enfermer pendant qu'il travaillerait à discréditer toutes nos preuves. C'est sérieux, a prévenu Garrett. Les contestations de compétences mentales sont difficiles à combattre, surtout quand elles viennent de membres de la famille prétendant s'inquiéter pour votre bien-être. Que devons-nous faire? Nous devons prouver que vous n'êtes pas seulement saine d'esprit, mais que vous avez des griefs légitimes étayés par des preuves solides. Et nous devons le faire vite. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans mon petit appartement en essayant de digérer les événements de la journée, j'ai entendu frapper à ma porte. À travers le Judas, j'ai vu une femme que j'avais espéré ne jamais revoir, Céleste, debout dans mon couloir comme si elle en était propriétaire. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Mère. Héloïse. Sa voix était plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années, presque vulnérable. Puis-je entrer? Nous devons parler. Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté. Céleste est entrée dans mon modeste appartement, ses yeux perçants examinant les meubles d'occasion et l'espace exigu avec un dédain à peine dissimulé. C'est ce que tu as choisi plutôt que ta famille. C'est ce que vous m'avez forcé à choisir quand vous avez clairement indiqué que je n'ai jamais vraiment fait partie de la famille, juste un actif commercial. Elle est restée silencieuse un moment, étudiant une photo encadrée de moi avec Lucia et Rosa, ce qui se rapprochait le plus d'un portrait de famille que j'avais eu depuis des années. Tu as toujours été mon enfant le plus têtu, a-t-elle dit finalement. Même bébé, tu refusais de faire tout ce que tu ne voulais pas faire. Je pensais que nous pourrions te dresser, canaliser cette force vers quelque chose d'utile pour la famille. Vous pensiez pouvoir me briser. Je pensais pouvoir te façonner. Elle s'est tournée pour me faire face. Mais tu m'as prouvé le contraire, n'est-ce pas? Tu t'es certainement façonné toi-même. Pendant un instant, j'ai entrevu quelque chose dans son expression qui aurait pu être du regret. Ou peut-être juste du calcul. Pourquoi êtes-vous ici, Céleste? Pour t'offrir un marché. Abandonne les allégations, accepte une évaluation psychiatrique discrète qui conclura que tu es temporairement instable en raison du stress, et quand tu seras rétabli, tu pourras retourner dans la famille avec un généreux fonds fiduciaire et sans qu'aucune question ne soit posée. Et si je refuse? Son masque s'est remis en place. Alors nous te détruirons complètement. Pas seulement ta crédibilité, mais ta nouvelle vie, tes amis, tout ce que tu as construit. Nous avons des ressources que tu ne peux pas imaginer, Héloïse. Nous pouvons te faire disparaître. J'ai regardé cette femme qui m'avait donné naissance mais n'avait jamais vraiment été ma mère, qui, même maintenant, essayait de manipuler et de contrôler plutôt que de simplement s'excuser ou de reconnaître le mal qu'elle avait causé. Sortez, dis-je doucement. Héloïse.
Sortez de mon appartement. Sortez de ma vie. Vous avez fait votre choix quand vous m'avez jeté. Maintenant, vivez avec. Le sang-froid de Céleste s'est fissuré un instant, révélant quelque chose qui aurait pu être une douleur réelle. Puis le masque est revenu. Tu le regretteras. Quand tu seras seul et brisé et que tu n'auras plus rien, souviens-toi que je t'ai offert un moyen de revenir. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. J'ai des gens qui m'aiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire pour eux. Vous ne comprendriez pas ça. Elle est partie sans un autre mot. Mais je savais que ce n'était que le début. La vraie guerre était sur le point de commencer. La salle d'audience était bondée de journalistes, de spectateurs curieux et d'employés du groupe Rennes à l'air nerveux, ne sachant pas s'ils auraient encore un emploi à la fin de la semaine. J'étais assise à la table du demandeur à côté de Gareth, essayant de projeter de la confiance alors que mon estomac se tordait d'anxiété. L'évaluation psychiatrique que Victor avait exigée était prévue pour la semaine suivante, mais notre équipe juridique avait réussi à accélérer une audience sur les allégations de fond. Si nous pouvions prouver la substance de notre affaire rapidement, il leur serait beaucoup plus difficile de prétendre que mes accusations étaient le produit d'une maladie mentale. Victor était assis de l'autre côté de l'allée, l'air plus âgé que dans mon souvenir mais toujours imposant dans son costume coûteux. Crispin était à ses côtés, la mâchoire serrée par une colère à peine contenue. Céleste s'était positionnée au premier rang derrière eux, en tout point la matriarche de famille solidaire. Ils avaient engagé la meilleure équipe juridique que l'argent puisse acheter, dirigée par Margaret Whitfield, une avocate de la défense légendaire connue pour détruire la crédibilité des plaignants. Je les regardais organiser ces documents avec la précision d'un chirurgien se préparant à une opération complexe. « Souviens-toi, me chuchota Gareth, tiens-t'en aux faits. Ne les laisse pas te provoquer pour obtenir des réponses émotionnelles. Nos preuves parlent d'elles-mêmes. » Le premier jour a été brutal. Whitfield a systématiquement attaqué chaque document que nous avions présenté, suggérant qu'ils étaient soit fabriqués, soit mal interprétés par quelqu'un sans réelle compréhension des opérations commerciales complexes. Mademoiselle Rennes, a-t-elle dit lors de sa déclaration liminaire, est une jeune femme qui a grandi privilégiée mais n'a jamais appris la responsabilité. Lorsqu'on lui a demandé de contribuer à l'entreprise familiale par un mariage stratégique, une pratique courante parmi les familles riches depuis des siècles, où elle a choisi à la place de construire des conspirations élaborées pour éviter ses obligations. Elle m'a dépeinte comme gâtée, délirante et vindicative, quelqu'un qui préférerait détruire les moyens de subsistance d'innocents plutôt que d'accepter des responsabilités d'adultes. C'était une diffamation déguisée en argument juridique, mais nous nous y étions préparés. Votre honneur, a dit Gareth quand ce fut notre tour, nous présenterons des témoignages de multiples témoins, des preuves matérielles s'étalant sur des décennies, et des registres financiers qui dressent un tableau clair d'une activité criminelle systématique. Les griefs personnels de Mademoiselle Rennes sont secondaires par rapport à l'intérêt public d'exposer ces crimes. Notre premier témoin était Julian Crane. Il a pris la parole avec une dignité tranquille, la précision de son architecte évidente alors qu'il décrivait méthodiquement les violations de sécurité et l'exploitation des travailleurs dont il avait été témoin pendant ses 15 ans avec l'entreprise. Quand j'ai essayé de signaler ces violations, Crispin Rennes m'a dit que si je n'apprenais pas à voir la situation dans son ensemble, je me retrouverais au chômage et sans emploi à Chicago, a témoigné Julian. J'ai été menacé de destruction personnelle et professionnelle pour avoir essayé de protéger les enfants qui fréquenteraient l'école que nous construisions. Le contre-interrogatoire de Whitfield a été vicieux. Elle a remis en question la mémoire de Julian, ses motivations, et même sa compétence en tant qu'architecte. Mais Julian a tenu bon, soutenu par la documentation qu'il avait soigneusement conservée. Le deuxième jour a amené Tran à la barre. Son témoignage sur l'opération de blanchiment d'argent était dévastateur, mais Whitfield était prête pour lui aussi. Monsieur Sullivan, n'est-il pas vrai que vous étiez toxicomane pendant la période où vous prétendez avoir travaillé pour le groupe Rennes? Oui. Et n'est-il pas possible que vos souvenirs soient compromis par l'abus de substances? Mon addiction a affecté mon jugement quant à ma participation à des activités illégales, a répondu Tran calmement. Elle n'a pas affecté ma capacité à tenir des registres précis ou à me souvenir de ce dont j'ai été témoin. Mais la vraie bombe est tombée le troisième jour, lorsque Rami Al-Hussein est apparu par liaison vidéo depuis Genève. Son témoignage sur la coercition et les menaces entourant nos fiançailles arrangées a provoqué des murmures choqués dans la salle d'audience. Monsieur Victor Rennes a très clairement indiqué que si je n'épousais pas sa fille, il utiliserait son influence pour exposer l'entreprise de ma famille aux enquêteurs fédéraux et s'assurer que nous ne pourrions plus jamais opérer sur les marchés américains, a témoigné Rami, son anglais accentué se faisant clairement entendre par les haut-parleurs de la salle d'audience.
Vouliez-vous épouser mademoiselle Reine, a demandé notre avocat. Je connaissais à peine mademoiselle Reine. Le mariage était purement un arrangement commercial pour protéger les intérêts de nos deux familles. Quand elle a refusé, j'ai respecté son courage et je me suis retiré de la situation. Les menaces contre votre famille ont-elles continué après votre départ d'Amérique? Oui. Pendant des mois, nous avons reçu des messages par des intermédiaires, indiquant clairement que l'influence de la famille Reine pouvait encore nous atteindre. Les menaces n'ont cessé que lorsque cette enquête est devenue publique. Whitfield a tenté de suggérer que Rami mentait pour éviter ses propres ennuis judiciaires, mais son calme et sa documentation détaillée ont fait de lui un témoin crédible. Le tournant est survenu lorsque Garrett m'a appelé à la barre. Mademoiselle Reine, parlez au tribunal de votre relation d'enfance avec votre famille. J'avais répété ce moment d'innombrables fois. Mais assis sur ce banc des témoins, face aux personnes qui avaient façonné toute ma vie, les mots sont venus d'un endroit plus profond que la préparation. Je n'ai jamais été une fille pour eux. J'étais un investissement. Dès que j'ai su marcher, j'étais préparé pour ma valeur stratégique. Mon éducation, mes amitiés, mes intérêts, tout était filtré à travers ce qui profiterait à l'entreprise familiale. Pouvez-vous décrire le mariage arrangé que vos parents ont proposé? Ils ne l'ont pas proposé, ils l'ont annoncé. J'ai rencontré Rami Al-Hussein pour la première fois le jour où ils m'ont dit que je l'épouserais. Quand j'ai refusé, ils ont clairement indiqué que ma valeur pour la famille dépendait entièrement de ma conformité. Que s'est-il passé lorsque vous avez continué à refuser? Ils m'ont complètement désavoué, m'ont coupé tout soutien financier, m'ont fait expulser physiquement de la maison familiale et ont commencé une campagne pour m'isoler de quiconque pourrait m'aider. Le contre-interrogatoire de Whitfield était tout ce que j'avais attendu et craint. Elle a essayé de me dépeindre comme une enfant ingrate qui s'était retournée contre sa famille aimante par dépit. Mademoiselle Reine, n'est-il pas vrai que vos parents vous ont fourni tous les avantages possibles, école privée, éducation universitaire, opportunités de voyage? Ils ont fourni ces choses, oui, mais pas par amour. Par investissement dans mon utilité future pour eux. Et lorsqu'ils vous ont demandé de contribuer à l'entreprise familiale par le mariage, une pratique courante parmi les familles riches, vous avez refusé. Ils n'ont pas demandé, ils ont exigé. Et oui, j'ai refusé de me vendre pour préserver leur relation d'affaires. N'est-il pas possible que vos allégations actuelles soient motivées par la vengeance plutôt que par un réel souci de justice? J'ai regardé de l'autre côté de la salle d'audience vers Victor, dont les yeux gris acier avaient le même calcul froid que j'avais connu toute ma vie. Puis vers Céleste, qui était assise parfaitement composée, comme si elle regardait une pièce de théâtre moyennement intéressante. Finalement, vers Crispin, dont l'expression était de la haine pure. Si je voulais me venger, dis-je doucement, j'aurais exposé leurs crimes il y a des années quand je les ai découverts pour la première fois. Je suis ici parce qu'ils m'ont forcé à être ici. Parce qu'ils ont menacé des gens qui me sont chers pour me faire taire. Parce que leur corruption affecte des innocents qui méritent mieux. Le témoin final a été le plus dévastateur. Garrett a présenté un témoignage vidéo de ma grand-mère, enregistré peu avant sa mort et gardé sous scellé jusqu'à présent. La voix d'Eleanor Reine a rempli la salle d'audience d'outre-tombe, parlant avec l'autorité de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Si cet enregistrement est diffusé, cela signifie que ma famille a de nouveau choisi le pouvoir plutôt que la vérité, a déclaré son image à l'écran. Pendant des décennies, j'ai vu mon fils Victor et sa femme corrompre tout ce que mon mari a construit. J'ai documenté leurs crimes parce que je croyais, j'espérais, qu'un jour ils se souviendraient de leur conscience. Mais je savais aussi que s'ils ne le faisaient pas, quelqu'un devrait les tenir pour responsables. L'enregistrement détaillait des incidents spécifiques de fraude, de corruption et d'intimidation s'étalant sur 30 ans. Eleanor avait été le témoin parfait, présente aux réunions de famille, au courant des conversations privées, et possédant le genre de mémoire détaillée qui vient d'une vie d'observation attentive. Ma petite fille, Héloïse, représente tout ce qu'il y a de bon dans notre héritage familial. Si elle se bat contre eux, c'est parce qu'ils ne lui ont laissé aucun choix. Faites-lui confiance. Elle a la force que je n'ai jamais eue de faire ce qui est juste. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, la salle d'audience était silencieuse. Même Whitfield semblait secoué par le témoignage d'une femme qui ne pouvait pas être contre-interrogée, ne pouvait pas être intimidée, et dont l'amour pour moi était évident dans chaque mot. Le procès s'est conclu par des plaidoiries qui semblaient presque anticlimactiques après le témoignage d'Eleanor. Garrett a résumé nos preuves, construisant méthodiquement un cas accablant d'activité criminelle systématique.
Whitfield a fait une dernière tentative pour me dépeindre comme une fille vindicative, mais la montagne de preuves a rendu ses arguments désespérés. Victor a pris la parole le dernier jour dans ce que ses avocats pensaient probablement être une manœuvre stratégique mais qui s'est avérée être une erreur fatale. Monsieur Wren, a demandé son propre avocat, comment répondez-vous à ces allégations contre l'entreprise de votre famille? Ce sont des mensonges, a dit fermement Victor, des fabrications créées par une jeune femme perturbée qui ne peut pas accepter que les actions ont des conséquences. Mais sous le contre-interrogatoire, le sang-froid de Victor s'est fissuré. Garrett l'a méthodiquement interrogé sur des documents financiers, des demandes de permis et des conversations enregistrées. Lorsqu'il a été confronté à sa propre voix sur un enregistrement discutant de « maintenir la famille Alusin à sa place », le visage de Victor est devenu livide. Cette conversation a été sortie de son contexte, a-t-il dit faiblement. Quel contexte rendrait acceptable le fait de menacer la famille d'un partenaire commercial, monsieur Wren? Victor n'avait pas de réponse. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Quand ils sont revenus, la voix du président du jury était stable et claire, nous nous prononçons en faveur du demandeur sur tous les chefs d'accusation. Mais la vraie victoire est venue quelques instants plus tard lorsque le juge s'est adressé à la salle d'audience. Cette affaire a révélé un schéma de comportement criminel qui exige une action immédiate. Je renvoie cette affaire aux procureurs fédéraux pour une enquête criminelle. De plus, je rejette la requête d'évaluation psychiatrique de mademoiselle Wren. Quiconque pourrait compiler ce niveau de preuve et le présenter de manière aussi cohérente est clairement compétent pour gérer ses propres affaires. Alors que nous quittions le palais de justice, les journalistes criaient des questions et les appareils photo crépitaient. Mais je n'avais Dieu que pour les personnes qui m'avaient soutenu, Garrett, Lucia, Rosa, Tran et Julian. Ils étaient ma vraie famille maintenant. Crispan a été arrêté le lendemain matin sur des accusations fédérales. Alors que la police l'emmenait menotter, il a crié à travers les marches du palais de justice, « Tu ne seras jamais l'une des nôtres. Tu ne seras jamais rien. » Il avait raison. Et je n'avais jamais été aussi reconnaissante de ma vie. 6 mois après le procès, je me tenais dans le hall d'un nouvel immeuble de bureaux étincelant au centre-ville de Chicago. La plaque de laiton à côté de l'ascenseur indiquait « Wren Rebuild, développement éthique pour un avenir meilleur ». C'était plus petit que l'ancien siège du groupe Wren, mais c'était le mien. L'ironie ne m'échappait pas que j'avais fini dans l'entreprise familiale après tout, mais pas de la manière que quiconque avait prévu. Le projet Turner est en avance sur le calendrier, a rapporté Lucia, entrant dans mon bureau avec une pile de permis et un sourire satisfait. Les familles devraient pouvoir emménager dans leur nouvelle maison d'ici Noël. Lucia avait terminé ses études de droit avec l'aide financière de la fondation que j'avais créée avec l'argent de la fiducie de ma grand-mère. Elle était maintenant ma conseillère juridique générale, apportant la même intelligence féroce qu'elle avait toujours montrée pour protéger les droits de nos travailleurs et s'assurer que nos projets respectaient les normes éthiques les plus élevées. Et le centre communautaire d'Evanston? La proposition de financement de Tran a été approuvée hier. Nous commençons les travaux le mois prochain. Tran était devenu notre directeur financier, son expérience des pratiques financières légitimes et illégitimes le rendant particulièrement qualifié pour repérer la corruption potentielle avant qu'elle ne puisse prendre racine. Son rétablissement était plus solide que jamais, et notre relation avait évolué d'un partenariat professionnel à quelque chose de beaucoup plus profond. Des nouvelles de Julian concernant la rénovation de l'école? Il présente les plans finaux au conseil scolaire demain. Ils adorent les éléments de conception durable, et le budget est inférieur de 15% aux prévisions. Julian nous avait rejoint en tant que chef du développement architectural, enfin capable de travailler sur des projets qui privilégiaient la sécurité et le bienfait de la communauté plutôt que les marges bénéficiaires. Sa réputation avait été entièrement restaurée, et plusieurs autres entreprises avaient essayé de le débaucher. Mais il est resté avec nous, disait-il, parce que nous construisions quelque chose qui comptait. Le téléphone a sonné, et mon assistante a annoncé que Rosa Martinez était en ligne. Tante Héloïse. La voix de Rosa était pleine d'excitation. J'ai été acceptée à Northwestern. Bourse complète. Rosa s'était épanouie dans l'environnement stable que Lucia et moi avions créé pour elle. Son côté rebelle s'était transformé en activisme et en excellence académique. Elle prévoyait d'étudier le journalisme avec une spécialisation en reportage d'investigation. Je vais dénoncer les personnes corrompues comme tu l'as fait, m'avait-elle dit l'été précédent. Mais je le ferai avec des mots au lieu de procès. Alors que je raccrochais le téléphone, Tran est apparu dans l'embrasure de ma porte avec 2 tasses de café et le journal. Je pensais que tu voudrais voir ça, a-t-il dit,
en montrant un petit article dans la page économique. L'ancien PDG déchu Crispin Rennes condamné à 15 ans de prison fédérale, titrait le journal. L'article décrivait comment mon frère avait été reconnu coupable de multiples chefs d'accusation de fraude, de détournement de fonds et de racket. Il passerait la prochaine décennie et demie dans un type de cage très différent de celui dans lequel il avait essayé de me garder. Victor avait évité la prison en raison de son âge et de sa santé défaillante, mais il avait tout perdu d'autre. Le groupe Rennes avait été dissous, ses actifs saisis pour dédommager les victimes de leurs crimes. Il vivait maintenant dans un modeste établissement de vie assistée, son empire réduit à une seule pièce et à la dignité qu'il pouvait sauver de l'épave de sa réputation. Céleste avait tout simplement disparu. Un jour, elle se préparait pour son propre procès pénal, le lendemain, elle était partie, probablement dans un pays sans extradition avec l'argent qu'elle avait réussi à cacher aux enquêteurs fédéraux. Une partie de moi se demandait si je la reverrais un jour. Une partie de moi espérait que non. Des regrets, a demandé Tran, s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Au cours de l'année écoulée, j'étais passé d'une fille désavouée dormant dans un motel à la direction de ma propre entreprise, entourée de personnes qui m'aimaient et me respectaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais faire pour elles. J'avais aidé à envoyer des criminels en prison, fourni des logements à des familles qui en avaient besoin, et créé des emplois pour des personnes qui avaient été rejetées par l'ancien système. Mais j'avais aussi détruit la seule famille que j'avais jamais connue, même s'ils n'avaient jamais vraiment été une famille au sens propre du terme. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais simplement épousé Rami et joué mon rôle, ai-je admis. Si toute cette douleur aurait pu être évitée. Tu sais ce qui se serait passé, a dit Tran doucement. Tu aurais passé ta vie comme l'actif de quelqu'un d'autre au lieu de ta propre personne, et tous leurs crimes auraient continué, blessant plus de gens. Je sais. C'est juste, ils étaient ma famille. Ça doit bien signifier quelque chose, non? La famille, ce n'est pas qui partage ton ADN, Héloïse. C'est qui est là pour toi quand tout s'effondre. Qui voit ta valeur même quand tu ne peux pas la voir toi-même. Qui se bat pour toi et avec toi et croit en la personne que tu deviens. Il avait raison, bien sûr. Ma vraie famille, c'était Lucia et Rosa, Julien et Gareth, les employés qui me faisaient confiance pour bien faire les choses. Même Rami, qui avait envoyé une carte de félicitations lorsque Rennes Rebuild avait fait la couverture d'Architectural Digest. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au cimetière où ma grand-mère était enterrée. Je visitais sa tombe tous les quelques mois, généralement quand j'avais besoin de me souvenir pourquoi j'avais commencé ce combat. J'ai gardé son collier, ai-je dit à sa pierre tombale, touchant le pendentif en argent à ma gorge. Ça me rappelle que quelqu'un dans cette famille savait aimer sans condition. Le vent bruissait dans les chênes qu'elle avait aidé à planter lors de la création du cimetière. Éléanore Rennes avait cru qu'il fallait laisser le monde meilleur qu'elle ne l'avait trouvé, même si elle avait eu trop peur de son vivant pour s'opposer pleinement à la corruption qui l'entourait. Mais elle m'avait donné les outils et le courage de faire ce qu'elle ne pouvait pas. En retournant à ma voiture, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Pendant un instant, mon cœur s'est arrêté. Était-ce Céleste, me contactant depuis l'exil qu'elle avait choisi? Une dernière menace ou manipulation? Au lieu de cela, c'était un message d'une jeune femme de Seattle dont la famille avait été escroquée par une entreprise de construction ayant des liens avec des fonctionnaires municipaux corrompus. Elle avait lu mon histoire et voulait savoir si j'avais des conseils pour quelqu'un qui essayait de dénoncer des personnes puissantes qui semblaient intouchables. Je l'ai appelé immédiatement. La première chose que vous devez comprendre, lui ai-je dit, c'est qu'ils ne sont puissants que tant que les gens ont peur de les défier. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas le faire seul. Trouvez des alliés, documentez tout, et souvenez-vous que la vérité a un pouvoir qu'ils ne peuvent ni acheter ni intimider. Mais s'ils essaient de me détruire, ils essaieront. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas, quand on n'a plus rien à perdre, on devient incroyablement dangereux. Et quand on a des gens qui vous aiment et qui se battent à vos côtés, on devient imparable. Ce soir-là, je me tenais dans mon appartement, le même endroit modeste où j'avais emménagé après avoir quitté la maison, bien que je puisse maintenant me permettre beaucoup mieux. Je l'avais gardé comme un rappel de qui j'étais devenu lorsque j'avais été dépouillé de tout ce que je pensais me définir. Sur ma cheminée se trouvait une photo encadrée de la fête de Noël de Rennes Rebuild, moi entouré de mes employés et de leurs familles, Rosa faisant des oreilles de lapin derrière ma tête, Lucia riant de quelque chose que Julien avait dit, le bras de Tran autour de mes épaules. Nous ressemblions à ce que nous étions, une famille choisie, liée par des valeurs communes et un respect mutuel. À côté,
il y avait la dernière lettre que j'avais reçue de Rami, maintenant heureusement marié à une femme qu'il avait choisie lui-même et dirigeant une entreprise de transport maritime légitime qui employait des centaines de personnes en Syrie et au Liban. Tu m'as appris que certaines chaînes sont faites pour être brisées, avait-il écrit. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble le vrai courage. Je me suis dirigé vers le miroir de ma salle de bain, le même où j'avais pratiqué le sourire parfait pendant tant d'années quand j'étais enfant. La femme qui me regardait ressemblait peu à la jeune fille effrayée qui avait été préparée pour être un actif commercial. Elle avait des rides de rire autour des yeux, des mains calleuses à force de travailler sur des chantiers de construction, et une confiance qui venait du fait de savoir exactement qui elle était et ce qu'elle défendait. C'est qui je suis vraiment, ai-je dit à mon reflet, faisant écho aux mots que j'avais prononcés à la fin de cette première terrible nuit au motel. Mais maintenant, il signifiait quelque chose de différent. À l'époque, j'étais perdu et effrayé, essayant de me convaincre que je pouvais survivre seul. Maintenant, je célébrais la femme que j'avais choisi de devenir. Mon téléphone a sonné, interrompant ma réflexion. C'était Lucia. Réunion d'urgence du conseil d'administration, a-t-elle dit avec une fausse gravité. Rosa prépare le dîner pour tout le monde demain soir, et elle veut savoir si Tran est allergique aux crustacés. C'est ça que tu appelles une urgence? As-tu vu Rosa cuisiner? Ça pourrait être une question de vie ou de mort. J'ai ri, sentant la chaleur de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Dis-lui que Tran mangera tout ce qu'elle préparera et en sera reconnaissant. Déjà fait. À demain soir. Et Héloïse? Apporte le bon vin. On fête ça. On fête quoi? Une autre semaine de liberté. Une autre semaine à construire quelque chose qui compte. Une autre semaine à prouver qu'ils avaient tort sur qui tu pouvais devenir. Après qu'elle a raccroché, je me suis approché de ma fenêtre et j'ai regardé la ligne d'horizon de Chicago. Quelque part là-bas, des familles vivaient dans des maisons que nous avions construites. Des travailleurs gagnaient des salaires équitables sur nos chantiers de construction. Et des jeunes comme Rosa apprenaient qu'il était possible de défier la corruption et de gagner. Ils ont essayé de me rayer de l'histoire, de me faire disparaître quand je ne voulais pas jouer le rôle qu'ils m'avaient assigné. Mais j'étais devenu l'auteur de ma propre vie à la place. Et ce n'était que le début. Que risqueriez-vous pour retrouver votre valeur lorsque les personnes qui devraient vous aimer le plus vous traitent comme une marchandise? Si cette histoire de courage et de justice a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de ceux qui refusent de rester silencieux.